Bonsoir à tous, merci de suivre RTI 1 ce samedi soir. Ils sont plus de 80 000 candidats à concourir pour 9 644 postes disponibles dans la fonction publique ivoirienne. Démarrés ce samedi matin, les 379 concours vont avoir lieu jusqu'à la fin de ce mois, conjointement à Abidjan et dans 10 villes du pays. Dans le domaine de l'économie, Abidjan abrite depuis ce matin un atelier de réflexion sur l'élaboration de la stratégie décennale 2030 de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, BADEA, avec plusieurs ministres en charge de la planification des pays membres de la BADEA. Dans la commune de Koumassi, une opération conjointe de la police et de la gendarmerie a permis l'arrestation des 2 présumés agresseurs du gendarme tué le dimanche 2 septembre dernier, non loin du camp commando où il était en fonction. Et puis en Angola, l'ancien président José Eduardo dos Santos a fait ses adieux à la vie politique. Une année après avoir quitté la tête de l'État, il passe la présidence de son parti à son successeur, le président João Lourenço. Bonsoir à tous. Dans la page culture de ce soir, un clin d'œil au métier d'humoriste en Côte d'Ivoire. Qui peut être appelé humoriste professionnel? Comment devient-on un professionnel? Et comment professionnaliser cet art en Côte d'Ivoire? Nous en parlons avec un précurseur, Adama Daiko, qui est bien connu en Côte d'Ivoire et même au-delà. Bonsoir Adama Daiko. Bonsoir madame. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation et nous vous retrouvons dans une trentaine de minutes. Merci beaucoup. Merci. Les concours administratifs à 2018 ont démarré ce samedi. Plus de 80 000 candidats postulent pour 9 644 postes disponibles. Des mesures particulières sont mises en place pour lutter contre la fraude. Serge Coléa. Lycée classique d'Abidjan. Il est 8 h ce samedi 8 septembre. Séraphin Oka, directeur de cabinet du ministère de la fonction publique, donne le top départ des concours administratifs 2018. Plus de 80 000 candidats composent dans 379 concours. Parmi les candidats, Blandine a eu une mère d'un bébé de 4 jours. Le nouveau-né est tenu par son père non loin de la salle, tandis que la candidate se plonge dans la composition. Durant les épreuves, elle a la permission d'allaiter son enfant chaque fois que celui-ci en manifeste le désir. Une tâche pas du tout aisée, mais Blandine tient le coup. Je suis un peu perturbée, mais ça ira. Ça ira. J'aimerais avoir ce concours pour pouvoir aider un peu ma famille qui est dans la difficulté, pour pouvoir moi aussi être indépendante. La délégation du ministère de la fonction publique tient à encourager la candidate maire. Au centre de l'IPNET, toujours à Cocody, 2 candidates en retard sont refoulées par la police. Elles doivent leur salut à la clémence de la délégation du directeur de cabinet qui les autorise à rejoindre les salles de composition. J'ai été en retard à cause du problème de transport. J'ai eu un embouteillage au niveau de 2 plateaux là. Sécurité des centres de composition, prise en charge médicale des candidats, surveillance accrue, lutte contre la fraude, toutes les dispositions semblent avoir été prises pour le bon déroulement des épreuves. Le ministre a toujours voulu qu'il ait une fonction publique efficace. Et de cette efficacité doit provenir des personnes très compétentes, mais aussi qui ont la culture du mérite. Donc, tous ceux qui se font passer pour des intermédiaires, des proches d'eux, des cousins d'eux, si on les prend, ils seront traduits devant la justice. Et je vous assure que nous avons mis les moyens. Les concours administratifs 2018 se déroulent simultanément à Abidjan et dans 10 villes de l'intérieur du pays. 9 644 postes sont en jeu pour 82 657 candidats. Les épreuves se déroulent tous les week-ends jusqu'à la fin du mois de septembre. L'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny et une entreprise de construction viennent de signer une convention. Il s'agit de fournir aux ingénieurs de travaux publics et ingénieurs industriels une formation additionnelle qui doit leur permettre de conduire de manière plus efficace les projets du secteur du génie civil. Grâce Kando.
Signature de convention entre l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny, INPHB, et une structure chargée du bâtiment et des travaux publics en Côte d'Ivoire. La convention permettra de former des ingénieurs des travaux publics et industriels. Ils seront chargés d'exécuter des projets de construction. Il s'agit de fournir aux ingénieurs des travaux publics et aux ingénieurs industriels une formation additionnelle leur permettant de conduire de manière efficace les projets du secteur génie civil. Cette formation d'une durée de 12 mois, sanctionnée par un master professionnel, permettra également aux titulaires du diplôme d'intégrer dans un premier temps l'entreprise. Nous recherchons régulièrement des profils d'ingénieurs ayant également des qualités managériales requises pour mener à bien un projet. J'entends par cela leadership, gestion d'équipe, élaboration et gestion de planning financier des projets, coordination de l'ensemble des intervenants afin de faire respecter le délai dans la limite du budget du projet et dans les règles de l'art. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique rassure. Nous prendrons toutes les dispositions utiles pour le respect des engagements tels que prescrits dans la convention que vous venez de signer afin de sceller de manière durable ce partenariat. Nous encourageons par conséquent tous les étudiants, tous les professionnels qui seront bénéficiaires de cette formation avec embauche à la clé à donner le meilleur d'eux-mêmes pour le plus grand succès de ce projet afin qu'il nous soit possible de le renouveler et de le pérenniser. Offrir un enseignement de qualité aux étudiants bénéficiaires, les deux structures s'engagent à faire de la formation en master professionnel option génie civil une réalité à l'INPHB. Les économistes ouvrent la réflexion sur l'élaboration de la stratégie décennale 2030 de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, BADEA. Les ministres en charge de la planification des pays membres de la BADEA ont exprimé leurs attentes à cette organisation multilatérale. Le reportage est signé Cheikh Koné. Réduire considérablement les délais de décaissement, accélérer les démarches administratives et les rendre moins contraignantes, ouvrir des bureaux régionaux de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, BADEA, telles sont quelques-unes des attentes des pays africains, membres de cette institution de développement présente à cet atelier de haut niveau. Nous avons des populations qui ont de grands besoins. Ces besoins sont pressants, ces besoins ne sauraient attendre. Et nous voulons des taux de décaissement plus élevés, plus importants, et cela va être pris en considération dans la stratégie. Pour Dr Sidi Oulta, directeur général de la BADEA, l'élaboration de l'agenda BADEA 2030 est un prétexte pour jeter les bases d'un nouveau partenariat entre l'Afrique et les pays arabes. Nous sommes actuellement en train de dresser donc le bilan de ces 40 ans de partenariat, d'analyser quelles sont les faiblesses, quelles sont les forces, quelles sont les menaces et les opportunités de ce partenariat. Nous sommes venus ici écouter pour recueillir quels sont les commentaires, les observations et les suggestions donc des pays bénéficiaires. Nous fondons beaucoup d'espoir sur cette rencontre et nous sommes persuadés qu'elle va nous permettre d'enrichir notre stratégie, de mieux la cibler et de la rendre beaucoup plus proche. Créée en 1975, la BADEA s'est fixée comme objectif de contribuer au développement de la coopération économique, financière et technique entre les pays arabes et africains, mais aussi participer à la concrétisation de la solidarité arabo-africaine sur la base de l'égalité et de l'amitié. En Côte d'Ivoire, ce sont environ 40 milliards de francs CFA investis par cette institution dans plusieurs projets ces 5 dernières années. La 3e édition du Forum économique de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, La Finance s'engage, va se tenir le 22 novembre prochain. Une quarantaine d'institutions sont attendues pour prendre des engagements en faveur du financement des petites et moyennes entreprises. Cheikh Koné. C'est désormais une institution pour l'initiative, mais également une première en Afrique subsaharienne de voir des établissements financiers prendre des engagements publics pour le financement des petites et moyennes entreprises. L'initiative a été lancée il y a 3 ans. Donc l'initiative est rentrée dans une phase de maturité et il faut s'attendre cette année à du concret. Pour sa 3e édition, l'objectif reste le même pour le forum La Finance s'engage, mobiliser tous les acteurs clés du système financier.
Sur ces 2 précédentes éditions, le forum a permis à 33 institutions financières de s'engager sur des ressources estimées à 1 276 milliards de francs CFA face à un besoin de financement des petites et moyennes entreprises de l'ordre de 3 574 milliards de francs CFA. En fin juin 2017, 74% de ces engagements ont été réalisés. C'est une initiative qui commence à porter son fruit, qui commence en fait à drainer un écosystème autour d'elle. Nous avons la COFAS qui nous a rejoints, nous avons donc les fonds d'investissement qui sont intéressés à regarder et à s'associer donc à l'initiative. Donc nous sommes certains que nous aurons plus de monde engagé pour le bien des PME. La Finance s'engage est une initiative de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CEGC, en partenariat avec le groupe de la Banque africaine de développement et Entrepreneuriat Solutions Partenaires. Notons que pour cette 3e édition, 200 PME financées lors des précédentes éditions seront enquêtées, 200 acteurs des PME seront initiés à l'éducation financière et 100 PME formés à travers le programme de renforcement des capacités. La foire du Made in Côte d'Ivoire s'est refermée cet après-midi. 3 jours d'exposition et de vente pour une centaine d'exposants. C'est une plateforme qui vise à encourager la production, la commercialisation et la consommation des produits fabriqués localement, que ce soit dans l'artisanat, l'agroalimentaire et autres domaines. La commissaire générale de cette foire a animé cet après-midi une conférence de presse. Elle dresse un bilan de l'événement au micro de Francis Boifo. Nous sommes à plus de 15 000 visiteurs sur un objectif de 30 000 visiteurs que nous sommes fixés. C'est assez encourageant pour une première édition. Aux populations, il faut dire qu'en consommant la production locale, ils contribuent donc à rendre viables les industries et donc à les rendre compétitives, à leur permettre donc de créer des emplois. Et c'est toute la population qui y gagne parce que nous avons des enfants qui cherchent du travail. Et quand les entreprises sont viables, c'est l'économie qui devient compétitive. Donc il est important que les populations consomment ivoirien. 15 000 visiteurs enregistrés sur les 30 000 attendus. Cette première édition de la foire du Made in Côte d'Ivoire a tout de même des retombées positives, notamment des ventes réalisées et aussi des partenariats scellés. Francis Boifo. En plus des panels sur la commercialisation et l'exportation des produits, la foire du Made in Côte d'Ivoire, FOMCI, est un espace de découverte. Pour nous, quand on va dans les supermarchés, nous disons que ces produits viennent de l'Occident. Aujourd'hui, nous avons constaté que ces produits sont fabriqués chez nous en Côte d'Ivoire. Je voudrais inviter toutes ces industries qui sont aujourd'hui capables de créer, de produire, qui en ont les moyens techniques et les moyens humains, de nous approcher en tant qu'inventeurs. Ils seront sûrement intéressés par pas mal de produits que nous inventons et qu'ils pourront eux-mêmes mettre sur le marché. La FOMCI se veut avant tout une vitrine de commercialisation. Nous avons eu quelques commandes fermes, nous avons eu des promesses et ces visiteurs nous ont promis de passer à l'usine. Et comme nous savons que nous avons des commerciaux dynamiques et assez outillés, ces prospects, quand ils vont arriver chez nous, nous sommes sûrs de pouvoir les transformer en achat. Pour beaucoup d'entrepreneurs, cette foire est une réussite. Parce que nous avons présenté à la population que depuis la canne, en passant par les différents produits que nous obtenons lors de la transformation du sucre, que des produits tels que le froment ne sont pas utilisés dans la transformation de la canne à sucre. Le produit que nous fabriquons est un produit sain pour le consommateur. Nous avons constaté que la population a beaucoup appris auprès de nous et notre objectif a été atteint. La foire nous a permis de vendre, mais on pense qu'on pourrait vendre plus, on pourrait vendre mieux si on avait assez de visiteurs. L'objectif aujourd'hui, c'est de pouvoir mettre ces produits-là à portée des consommateurs. Avoir accès à de grands espaces pour commercialiser les produits locaux, un véritable défi pour le développement des petites et moyennes entreprises PME, souvent confrontées à la question de la labellisation de leurs produits. Un gendarme en fonction au camp commando de la commune de Koumassi, victime d'une agression au couteau, est décédé des suites de ses blessures. 72 heures après, une opération conjointe de la police et de la gendarmerie a permis l'arrestation des 2 présumés agresseurs. Abou Sanego. Le calme est revenu dans la commune de Koumassi après l'agression mortelle d'un gendarme. Le maréchal de logis Soro Donatien Thomas, le dimanche 2 septembre dernier, au feu du camp commando de Koumassi.
Suite à cette agression qui a coûté la vie aux gendarmes en service au camp commando de Koumassi à l'escadron 4-1, une opération conjointe menée par la police et la gendarmerie aboutit à l'interpellation de 2 présumés agresseurs qui opéraient à moto le mercredi 5 septembre dans la commune de Koumassi, dans les sous-quartiers Adjoukrou et Ouinzin. L'un âgé de 25 ans dit être vendeur décédé et l'autre âgé de 17 ans dit être en classe de 3e. Les perquisitions à leurs domiciles respectifs ont permis de saisir des motos, des pistolets factices, des téléphones portables, des paires de ciseaux et divers objets. Pour rappel, le maréchal de logis Thomas Soro Donatien a été agressé par des jeunes à moto au feu du camp commando de Koumassi. Ils voulaient lui prendre son téléphone portable et son sac. Et il s'en est suivi une bagarre. À l'aide d'un poignard, les agresseurs lui portent le coup mortel et prennent la fuite. La victime, ayant perdu beaucoup de sang, succombe à ses blessures pendant son transfert à l'hôpital. Vite rattrapés par les fins limiers de la police et de la gendarmerie, ces présumés agresseurs seront conduits devant les juridictions compétentes pour répondre de leurs actes. Dans l'actualité politique ivoirienne, la direction du parti Leader s'est prononcée sur l'actualité politique nationale. Cette tendance a salué la dynamique de paix et de réconciliation sans cesse entretenue par le président Alassane Ouattara. Les responsables du parti ont également échangé avec la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire pour un renforcement de son engagement en faveur de la paix et de la réconciliation nationale. Léon Bro. Leader, liberté et démocratie pour la République et son président Lansina Karamoko à la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels. Une visite, somme toute, de l'engagement de ce parti dans le processus de paix et de réconciliation nationale. Nous leur avons demandé d'être la structure médiane qui puisse rapprocher tous les bords politique afin que nous allions véritablement à la paix. Avant les autorités coutumières, Lansina Karamoko était face à la presse. Pour lui, la décision d'amnistie exprime une fois de plus la culture de paix et de réconciliation du président Alassane Ouattara. Au chef de l'État donc, le président de Leader invite la classe politique sans exception à emboîter le pas. Avons-nous pris jusque-là la bonne décision pour la réconciliation des Ivoiriens? Avons-nous toujours eu la bonne approche pour aller à l'alternance démocratique? Telles sont les questions auxquelles chacun de nous doit répondre honnêtement. C'est pourquoi Leader demande aux hommes politiques de désarmer leur langue et leur cœur. Le président qui souhaite apaiser les prochaines échéances électorales réaffirme l'appartenance de Leader, son parti, au RHDP. Nous avons informé la commission électorale indépendante que Leader ayant décidé d'intégrer le parti unifié, tous nos potentiels candidats doivent être investis par la coalition RHDP, parti unifié. Par conséquent, toute candidature d'un supposé candidat Leader doit être systématiquement rejetée. Mise en garde aussi de Lansina Karamoko à ceux des politiciens qui utiliseraient encore symboles et patrimoine de son parti, expliquant qu'il en est le seul dépositaire depuis le congrès du 17 mars 2018 qu'il a élu président de Leader. Une note nécrologique dans ce journal, l'ex-ministre Abou Ndori Raymond est décédé ce samedi à Gboville des suites d'une crise cardiaque. Professeur en médecine, il a occupé sous Laurent Gbagbo les postes de ministre de la Santé puis celui de la Construction et de l'Urbanisme de 2003 à 2005. Âgé de 72 ans, Abou Ndori Raymond était le vice-président du FPI avec pour président Pascal Affi-Guesson. Dans l'actualité internationale, l'ex-président angolais a fait sa dernière intervention en tant que président du Mouvement populaire de libération de l'Angola, MPLA. José Eduardo dos Santos était à la tête de ce parti depuis 39 ans. Et il aura dirigé le pays pendant 37 ans avant de quitter la tête de l'État au profit de João Lourenço. Par cette déclaration, à l'ouverture du congrès extraordinaire du MPLA, l'homme de 76 ans quitte définitivement la vie politique. En sport football, l'équipe de Mossou a battu le Williamsville Athletic Club sur le score de 3-1 ce samedi pour la première journée du championnat national Ligue 1. Odalegbe.
Mawussou Envers ne s'est pas créé bon nombre d'occasions de but, mais a eu l'opportunité d'ouvrir le score sur pénalty. Dès la 6e minute de jeu, Bevi Gori commet une faute de main. Soumaoro Mohamed se charge de le transformer. 1-0 pour Mawussou. La joie des hommes de Mawussou est de courte durée. Zambi Roland rétablit la parité au score à la 27e minute. 1 but partout. À 4 minutes de la fin de la première période, Pokoun Guessan redonne l'avantage au score à Mawussou à la 41e minute sur une belle reprise de balle. 2 buts pour Mawussou à la pause. À la reprise, le WAC opte pour un jeu offensif et presse dans le camp de Mawussou. L'égalisation ne se fera pas pour le WAC, c'est Mawussou qui réussit le break. À la 82e minute, Cheikh Amadou inscrit le 3e but de Mawussou. 3-1. Mawussou débute bien sa saison quand le WAC s'incline. On reste en football, la CAN 2019 se prépare. La Côte d'Ivoire affronte le Rwanda ce dimanche dans le cadre de la 2e journée des éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Une rencontre importante pour les éléphants qui occupent la 3e place du groupe H. Silver Esso et Oda Legbe. 15 mois après leur défaite 3-2 à Bouaké face au Sili national de la Guinée, les éléphants de Côte d'Ivoire seront ce dimanche à l'épreuve des Amazoubis du Rwanda battus 2-1 par la Centrafrique lors de la première journée. Cette rencontre s'annonce décisive pour les deux nations qui occupent respectivement les 3e et 4e rangs dans le groupe H. Les éléphants devront absolument jouer la gagne pour espérer se relancer dans ce groupe où la Guinée et la Centrafrique dirigent déjà les opérations. Le commando ivoirien composé de joueurs évoluant tous à l'étranger a des arguments à faire valoir à Kigali. Face aux éléphants se dresseront de vaillants Rwandais constitués à 70% de joueurs évoluant dans les 2 clubs phares du pays, l'APR et le Rayon Sport de Nyanza. Poussés par leur public, ces derniers tenteront le tout pour le tout malgré la défaveur des pronostics selon les statistiques des 2 dernières confrontations. Cette bataille est aussi celle des 2 sélectionneurs qui ont récemment pris les commandes du staff technique de leur sélection. Ibrahim Kamara, nommé fin juin, et Vincent Machami, qui a remplacé l'Allemand Antoine Hey au lendemain du CHAN 2018. Pour leur baptême du feu, ils devront confirmer qu'il faudra compter sur leur méthode de gagneur dans ces éliminatoires. Au chapitre culture ce soir, Emmanuel Toby, poète et enseignant-chercheur, fait la promotion d'un concept particulier, l'ivoironie. Un concept conciliateur et réconciliateur selon son promoteur. La présentation du manifeste de l'ivoironie avec Ami Sissoko. Le poète et dramaturge Emmanuel Toby poursuit la vulgarisation de son concept ivoironie. Il le définit comme le projet consensuel de société, l'unité autour de la culture, des symboles de l'État, de la musique, de la préservation de l'environnement, du sport et de la gastronomie. L'ivoironie vise à ressouder le tissu social désagrégé par des vicissitudes politiques. L'ivoironie est une carte de visite qui transcende des particularités et qui s'inscrit en un package, en un kit qui comporte les ingrédients de divers ordres qui magnifient la Côte d'Ivoire. C'est Laurent Pokou, c'est Drogba Didier, c'est Nestor Didier, c'est Roger Figence Kassi, ce sont nos belles femmes, c'est le Plakali, c'est le Guaguassou, c'est le Garba, dont sont fiers, c'est Oufou Boigny, c'est la basilique du Yamsoukro. Ce sont les éléphants de Côte d'Ivoire, c'est l'orange, blanc et vert. L'enseignant-chercheur veut amener journalistes, écrivains, enseignants et étudiants à s'approprier le concept ivoironie pour en faire un écho favorable. Emmanuel Toby précise que l'ivoironie est différente de l'ivoirité et est apolitique. J'ai une petite suspicion par rapport à la fabrication même du mot ivoironie et puis par rapport aux séquelles que nous a laissé l'ivoirité. Mais j'espère et j'ai confiance en lui, ce sera une belle action culturelle et littéraire. Nous devons tous réfléchir pour voir quelles sont les modalités les plus saines pour célébrer notre pays sans négliger la dimension critique. Ce que M. Toby nous donne à voir, c'est cette façon de prendre de la distance par rapport aux politiques, une relation nouvelle qui ne soit plus fondée sur la discorde, mais qui est plutôt recherche du consensus et recherche de l'harmonie dans la conscience de la différence. Le poète invite les Ivoiriens à faire de l'ivoironie le label d'unité et de fraternité pour préserver la paix en Côte d'Ivoire.
Voilà 22 ans que Niaouré Jimmy, maître et précurseur du polier, rythme tiré du terroir niambois, a rangé définitivement son micro. En 6 années de carrière, il aura sorti 8 albums. Que reste-t-il aujourd'hui du polier, ce rythme qu'il a fait connaître? Isaïo. 1989, les mélomanes ivoiriens découvrent un nouveau rythme, le polier. Une danse qui provient du patrimoine culturel niambois dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Yopougon, la commune qui dispose de nombreux bars dancing, devient le lieu privilégié pour la promotion de ce rythme. Niaouré Jimmy, Pablo de Gokra, Naounou Paulin et bien d'autres artistes permettent aux mélomanes de passer de belles soirées les week-ends. Comme toute nouvelle danse, le polier n'échappe pas à la polémique sur le nom de son créateur. J'étais en studio avec Barthélémy Ngelabo pour mon premier titre de polier, avant même que Niaouré Jimmy prenne le polier. Et il y a eu un festival à Grèce où je devais représenter la Côte d'Ivoire avec Aïs Eplom et la compagnie d'Akati. J'étais déjà en studio pour le polier et j'étais en Grèce. Et puis Jimmy a sorti le polier derrière moi. Donc à mon retour, j'étais obligé de dire le polier électrique. Malgré ces explications, la paternité du polier est attribuée à Niaouré Jimmy, originaire de Labazoubia, village situé dans le département d'Issia. Il impose le polier dès sa création. Le titre d'Issaouan le révèle aux yeux des mélomanes ivoiriens. Yopougon était déjà le fief de la musique traditionnelle moderne de l'Ouest. Des artistes de notoriété comme Luxon Pado s'y étaient installés. L'irruption de Jimmy sur la scène musicale bouleverse les habitudes, ce qui crée naturellement des rivalités. À Yopougon, m'a donné, il y avait 2 groupes. Il y avait les gens qui manageaient Niaouré Jimmy, il y avait moi qui manageais Luxon Pado. Et donc c'était 2 grands artistes qui jouaient tellement bien, mais chacun avait ses fans. Et donc on était tout le temps confrontés. Et personne ne pouvait laisser la place à son ami en fait. Lorsque Jimmy jouait, on priait Dieu qu'il pleuve là-bas. Nous, quand on joue, il pleut chez nous, oui. Pour éviter que la confrontation ne nuise à l'évolution de la musique traditionnelle moderne, un rapprochement a lieu entre Jimmy et Pado. La soirée de la réconciliation, Niaouré Jimmy Pado, c'est moi qui l'ai organisé avec Martin Farelago aux parents de Yopougon. C'était bien. Et quand il devait se réconcilier avec Pado, on était 2 dans sa voiture. Et au bar Étoile, il y avait un embouteillage jusqu'aux pompiers. Donc on est arrivé là, il n'y avait pas de place pour passer. Il m'a dit, bon Lucien, descends, va dans la salle, fais le tour de la salle. Parce que quand les musiciens sont en place que j'arrive, ils savent que Jimmy est là. La paix scellée entre les 2 artistes, Niaouré Jimmy prend le contrôle de la musique traditionnelle moderne à Yopougon. Si nous voyons toute cette gamme de musique, c'est grâce à Niaouré Jimmy. Il a été le percuteur de la musique traditionnelle moderne. En 1996, Niaouré Jimmy meurt. Un décès qui apparaît comme un goût d'inachevé chez les mélomanes. Niaouré Jimmy, c'est l'arbre, l'écorce, les feuilles de la musique ivoirienne, BT surtout. Niaouré Jimmy, c'est une icône de la musique traditionnelle moderne. Aujourd'hui, je suis au regret qu'il soit parti très tôt. Niaouré Jimmy, dans le temps, il nous a fait vivre, il nous a amusés. C'était vraiment un lieu de divertissement plutôt. Et aujourd'hui, le coin est devenu bizarre, donc on ne sait plus où aller. 22 ans après la mort du maître du polier, les héritiers s'organisent pour perpétuer le rythme. Naounou Paulin vient d'ouvrir un espace à Yopougon. Il organise avec d'autres adeptes un hommage à Niaouré Jimmy pour honorer sa mémoire. Je fais partie
des dernières personnes à avoir vu Gimi au cours d'une émission du dimanche à la RTI. C'est la dernière émission qu'il a faite et 3 jours après, il est décédé. Donc, je tenais vraiment à faire ce déplacement-là. À chaque fois qu'on lui fera honneur, je serai là pour lui dire, dans l'au-delà, merci, qu'on passe encore très fort à lui. Malgré cette bonne volonté, le Polier est à la croisée des chemins, faute de bar dancing et de mécènes. Et nous recevons pour la page culture ce soir un nom qui n'est plus à présenter sur la scène ivoirienne et même internationale. Adama Dolo, connu sous le nom de Adama Daiko, alias président du Doromican. Rebonsoir. Bonsoir madame, bonsoir à tous. Nous parlons ce soir de comment professionnaliser le métier d'humoriste. Donc nous voulons savoir, est-ce que Adama Daiko a été formé pour devenir humoriste? Merci beaucoup. Effectivement, madame. Depuis quelques années, nous y pensons comment professionnaliser le métier d'humour en Côte d'Ivoire et en Afrique. Nous avions posé quelques actes, mais je vais répondre à la question en disant tout de suite oui, il a une formation, mais une formation qui a plusieurs étapes. Parce que je suis d'abord comédien de théâtre, j'ai été formé au théâtre avec des maîtres comme Cyril Albert Kamel, mon premier maître au théâtre. On a connu Sidiki Bakaba. Je suis passé aussi entre les mains de Nyangouran Porké, paix à son âme, et puis Marie-Rose Guiraud. Ce sont des ateliers, la formation pratique. Je n'ai pas fait l'INA ni l'INSAC. Et je me suis retrouvé donc sur l'État. Et c'est la continuité de cette formation qui a obéi aujourd'hui à une spécialité dans l'humour. Voilà comment je me retrouve dans l'humour, dans une spécialité, mais avec la formation assidue de comédien. Alors, on remarque que le secteur de l'humour en Côte d'Ivoire connaît une certaine dynamique, mais il a besoin d'être organisé pour être plus compétitif. C'est ce que nous dit Serge Koléa. Nous allons suivre ensemble son reportage et nous retrouver tout de suite après. Rapidement, je dis à Yacouba la prière, vous dites ça veut dire Amen. Pendant longtemps, l'humour a été relégué au rang d'art mineur en Côte d'Ivoire. Cet art va connaître une véritable révolution avec Dolo Adama, alias Adama Daiko, le premier humoriste ivoirien à avoir réalisé un one-man show au Palais de la Culture. Il y a une dame qui me voit, une admiratrice. Hé Daiko, vraiment ce que tu fais là, ça me plaît. Vraiment, tu fais rire quoi. Je dis merci madame. Daiko, vraiment tu es ridicule. Le premier festival ivoirien d'humour porte également sa signature. L'audace d'Adama Daiko va créer des émules. Ils envoient les policiers, ils disent bonjour. Où est le chef de poste? On dit le voici, il dit pardon, il a pris des braqueurs là. Le policier dit viens, ils t'ont volé. Il dit non, ils t'ont frappé. Il dit, ils ont pris ton argent. Il dit non. Il dit mais va les déposer où ils sont. L'émission Bonjour de la RTI va définitivement propulser de nombreux jeunes humoristes qui vivent désormais de leur art en organisant des spectacles en Côte d'Ivoire, en Afrique et en Europe. C'est-à-dire, elle a enlevé perruque là. Toi-même, tu te réveilles à la nuit, à minuit, tu vas aller pisser. Elle dit, bébé, c'est moi. Tu dis, mais il faut me prévenir. Les humoristes ivoiriens sont même des auteurs pour certains, comme Adama Daiko ou Le Magnifique. La plupart exercent à plein temps, travaillent avec un staff et on est caché parfois au-dessus des artistes musiciens ou chanteurs. Même si ce secteur se porte bien, il manque encore une réelle organisation pour professionnaliser davantage l'humour en Côte d'Ivoire. Il y a un autre, on lui a rien dit, lui c'est banni déjà. Alors Serge Koléa vient de le dire, vous êtes le premier humoriste ivoirien à avoir fait un one-man show au Palais de la Culture. Quel est l'état des lieux? Quel est le regard que vous portez aujourd'hui sur le métier d'humoriste en Côte d'Ivoire? Merci beaucoup. Vous savez, quand on a environ 30 ans de carrière, et à son jeune âge, parce qu'on a commencé à 20 ans, on se pose beaucoup de questions, on se demande qu'est-ce qu'on fait pour la génération future. Et nous avions compris cela depuis très longtemps. Mais il faut aussi préciser que l'humour n'a pas commencé par forcément Adama Daiko. Avant nous, il y a eu des aînés propulsés par l'AETI. Je veux parler de Djunglé, je veux parler de Bouftou, Ayatollah, paix à leur âme. Et puis saluer aussi David Johnson, saluer GTB, George Taï Benson, toutes ces personnes qui ont contribué à la promotion de l'humour en Côte d'Ivoire. Alors nous nous sommes dit, notre génération doit rompre avec les vieilles habitudes, faire en sorte
que l'économie soit dans l'humour. Voilà comment la décision a été prise de donner le tout premier one-man show sur 2 jours au Palais de la Culture, dans un spectacle intitulé Le Rendez-vous, diffusé à la RTI. Et après, d'autres one-man shows ont suivi. Et nous avions mis en place la fête du riz, qui a regroupé presque tous les comédiens dans un spectacle intitulé Maki le Dromican. C'est là où tout est parti. Alors, Serge, dans son reportage, a souligné un fait, l'organisation, la professionnalisation. Aujourd'hui, c'est une passion qui est devenue un métier pour certains. Ils en font leur gagne-pain et ça nécessite une organisation qui va commencer d'abord par la formation de l'humoriste lui-même. Il faut qu'il apprenne quand même ce métier. Ensuite, qu'ils prennent conscience que c'est un métier qui doit nourrir son homme. Et il faut mettre en place un staff professionnel qui t'organise ton plan de carrière, parce que c'est aussi la Côte d'Ivoire, mais aussi l'Afrique. Donc cela nécessite une organisation. Alors, ça veut dire que vous sentez un certain manque d'organisation, un certain manque de formation sur le terrain? Oui, tout à fait. Tout à fait. Faut pas se voiler la face. Il y en a qui sont tombés dans l'humour comme ça, parce que tout simplement, bon, dans le quartier, il arrive à faire rire des gens. Il est invité dans des cérémonies de mariage. Partout où il va, il fait rire. Mais ça va finir par le rattraper. Parce que quand on doit affronter les grandes réalités, c'est-à-dire les grandes scènes à l'extérieur, il y a un langage approprié. Quand vous êtes sur scène, quand on vous dit, vous déplacez-vous vers le côté jardin ou le côté cour, on vous demande quel est votre plan technique. Si vous n'arrivez pas à répondre, celui qui est en face de vous comprendra que celui-là n'est pas quelqu'un de formé, n'est pas un professionnel. Okay. Quand on parle aujourd'hui de professionnalisation donc, du métier d'humoriste, que renferme cette notion? Qu'est-ce qu'on entend exactement? On entend par professionnel quelqu'un qui a décidé comme ça de faire de l'humour une carrière. Quelqu'un qui prend le temps de concevoir, d'écrire, d'imaginer, quelqu'un qui a une ligne éditoriale. C'est-à-dire quand il commence un spectacle, on sait qu'il aborde un sujet, il y a des thèmes. Il a commencé avec le sujet sur le mariage, il va terminer également dans le mariage, mais en faisant comprendre que tout ce qui se trouve autour du mariage, c'est important quand même de l'aborder dans le spectacle, mais dans l'humour. Et on doit reconnaître le professionnel à travers son sens élevé de subtilité dans le spectacle. Il faut qu'il arrive à assumer le spectacle pendant 1h30, qu'il donne de l'émotion à ceux qui viennent le voir. Il faut que la lumière, le décor, les costumes, que tout joue en même temps avec le public. Et ça demande des répétitions, ça demande la création et ça demande également de la mise en scène et une direction artistique. Parce que l'humour en Côte d'Ivoire, ce n'est pas celui qui s'arrête seul sur scène pour raconter une série de blagues. Non, non, non. C'est celui qui a compris que c'est une démarche artistique. Ça demande une certaine esthétique, comme on le dit. Bon, l'humour en Côte d'Ivoire, également, c'est aussi les comiques de situation. C'est-à-dire les comédiens qui jouent à 2, à 3. On a commencé par là et aujourd'hui, on est dans le one-man show. C'est-à-dire les performances en solo. Mais ça demande également du travail. On voit là que vous avez une certaine vision. Mais en tant que précurseur, quel est le rôle que peut jouer ou même que joue déjà Adama Daiko pour cette professionnalisation du secteur? Depuis 2000, depuis déjà 1998, avec la parution de mon tout premier album intitulé Eja, où j'ai joué avec Tatiana de Makensira, Malou Zasseux, Père Aleham, et puis Glazer Don, Kevin, Kébé Mamadou, qui m'a accompagné dans ma première cassette. J'ai pu faire le tour du continent africain en spectacle. Et quand je suis revenu, je suis allé à Paris pour un spectacle. Je me suis dit, mais comment est-ce que les gens arrivent à y vivre? C'est ainsi que Adama Daiko a compris qu'il fallait mettre en place une organisation. Il fallait se faire entourer par des professionnels, se faire assister par des connaisseurs. Et j'ai mis en place également toute ma formation de comédien dans l'humour. Et tout est parti. Voilà comment j'aborde les grandes scènes africaines, des grands sujets d'actualité, d'environnement, sans être inquiété. Ça, c'est vous personnellement. Et pour les jeunes générations, les jeunes humoristes qui immergent, qu'est-ce qui est fait? Qu'est-ce que vous faites? Oui, si c'est pour revenir donc à la question, les jeunes, sincèrement, peuvent témoigner. Nous avions mis en place un festival, le Festival international du riz d'Abidjan depuis 2003. C'est là-bas que les Ivoiriens ont pu découvrir sur une scène professionnelle des humoristes tels que le Magnifique, Agalawal et bien d'autres. Je ne peux pas citer tous les noms. Et nous avions mis ensemble, à cette époque, les nouveaux talents et les anciens talents tels qu'Omega David, De Côté, Jimmy Danger, dans un spectacle intitulé, comme je l'ai dit, Maki le Dromican. C'est là où les Ivoiriens ont compris que ce secteur a besoin
d'être, je vais dire, soutenu. Voilà comment Adama Daiko, à son niveau, a pu aider la nouvelle génération. Merci Adama Daiko, président du Doromican. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci à tous de nous avoir suivis. Ce journal est terminé. Très bonne fin de soirée sur RTI 1.